Point d'orgue. Une émission proposée par Jean Percy. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Point d'orgue, votre rendez-vous de musique sacrée. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro consacré aux merveilles du répertoire. Et aujourd'hui, nous allons continuer d'emprunter le chemin que nous avions entreaperçu la dernière fois. L'école de Notre-Dame, vous savez, cette grande école de chant et de façon de composer qui a rayonné dans toute l'Europe pendant le Moyen-Âge. Et ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est de continuer de prolonger ce que nous avions pu entendre la dernière fois autour de ces deux grandes figures qui étaient Léonin et Pérotin, qui ont composé de telles œuvres qu'aujourd'hui encore on peut dire que nous sommes les héritiers de cette musique-là. Alors ce qui va être intéressant aujourd'hui, c'est de voir quelle a été la continuité de cette école dans le Moyen-Âge. Attachez vos ceintures, nous repartons dans le Moyen-Âge. Alors à la fin du XIIe siècle, souvenez-vous, Léonin et Pérotin ont donné à la musique un nouveau visage, celui d'un art mesuré, structuré, construit comme une cathédrale presque. Souvenez-vous d'ailleurs que cette façon de chanter, de composer, suivait l'architecture gothique finalement, avec ces espaces à remplir, avec ces sons qui s'entrechoquent, qui donnaient là aussi un rapport assez intime entre la façon de chanter et bien sûr l'architecture. Mais il faut savoir que cette révolution ne s'arrête pas aux voûtes de Notre-Dame et c'est cela qui va nous intéresser à présent. Leurs élèves, leurs copistes, leurs admirateurs vont répandre cette manière de faire dans toute l'Europe et ils vont l'enrichir d'une invention décisive, le motet. Alors le motet, qu'est-ce que c'est ? C'est une musique qui va donner voix au verbe humain, à la poésie, parfois même à la langue du peuple. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui on va dévier de la musique sacrée, c'est la première fois que je décide de faire ça, mais je pense que c'est extrêmement important de voir de la musique profane aujourd'hui pour que l'on puisse se rendre compte de l'énorme influence qu'a eue cette école de Notre-Dame et qui a ensuite voyagé dans toute l'Europe. Alors aujourd'hui, nous partons sur les traces de ces héritiers de l'école de Notre-Dame dans un XIIIe siècle en pleine expansion intellectuelle, là où la musique devient pour la première fois un art de la parole et de la pensée. Alors après Pérotin, le style parisien continue de vivre dans les ateliers de copistes et les écoles du chapitre. On ne connaît pas le nom de ces disciples, mais heureusement, leurs œuvres sont parvenues jusqu'à nous dans un manuscrit absolument fascinant. Souvenez-vous, je vous en parlais la semaine dernière, il s'agit du Codex de Montpellier. Il est conservé à la Bibliothèque interuniversitaire de médecine, et pour ceux qui ont envie de chercher, la référence c'est H196. Alors ce manuscrit, il est copié vers 1280, et il est extraordinaire à plus d'un titre, non seulement parce que c'est un grand témoin de cette époque-là, mais en plus c'est un large témoin, puisqu'il contient, tenez-vous bien, plus de 300 motets, et donc il témoigne de la fécondité incroyable de cette école, qui rayonne alors jusqu'en Angleterre, en Espagne et dans le nord de la France. Alors dans ces pièces, on reconnaît la main de nombreux compositeurs anonymes, mais aussi quelques noms qui sont cités dans les traités, et dont on va reparler un petit peu tout à l'heure, notamment Pétrus de Crus, Adam de la Halle, ou bien encore Francon de Cologne, qui a été un théoricien majeur, et notamment qui est connu pour sa notation franconienne. Alors je vous le disais, cette école ne se limite plus seulement à la liturgie, la musique va sortir des murs de la cathédrale pour rejoindre les écoles, les cours et même les rues.
Alors le motet naît d'une transformation simple mais absolument géniale. Alors à l'origine il s'agit d'un clausula, une section d'un organum de Léonin ou Perrotin, vous savez c'est ce que nous avions entendu la semaine dernière. On va isoler cette section et sur cette section on va ajouter un texte, un mot en fait. D'où le latin motetus devenu motet. Cette idée ouvre un champ infini et sur la même base finalement que le grégorien, une voix chante encore le texte liturgique, mais les voix supérieures portent désormais des poèmes parfois différents, parfois en latin, parfois en langue d'oïl. Donc c'est extrêmement divers et varié et c'est la première fois que la musique occidentale associe simultanément plusieurs textes, plusieurs niveaux de sens, plusieurs mondes en fait. Ainsi, un motet du XIIIe siècle peut mêler le sacré et le profane, l'amour divin et l'amour courtois, la parole de Dieu et la voix de l'homme. Le motet devient ainsi une sorte de polyphonie de sens autant que de sons. Donc je vous invite à découvrir maintenant un autre motet anonyme du XIIIe siècle, issu de ce fameux codex de Montpellier, Mout me fugrief, Robin même portare. Extraordinaire petit motet du XIIIe siècle issu du codex de Montpellier, vous l'entendez avec une instrumentation légère qui permet là aussi d'apprécier ce langage typiquement poétique du Moyen-Âge. Alors maintenant on va s'attaquer à ce qui va faire le sel presque technique de cette façon de faire de la musique, c'est-à-dire la notation et la mesure avec une personnalité dont je vous ai un petit peu parlé tout à l'heure, avec d'ailleurs plusieurs personnalités, qui font que ces nouvelles œuvres nécessitent une précision rythmique, comme vous l'entendez, et en fait l'ancienne notation ne le permettait plus. En fait l'ancienne notation était
tributaire de cette façon de faire qui était très orale. N'oubliez pas que la façon de chanter le grégorien se transmettait à l'oral, et puis quand on a commencé à copier des manuscrits, eh bien évidemment il fallait laisser, c'est un peu paradoxal, mais les traces de l'oralité avec l'écrit. Et donc cette précision rythmique n'allait pas avec cette façon de noter. Alors vers 1250, Franco de Cologne, dont je vous parlais tout à l'heure, dans son traité Ars Cantus Mensurabilis, introduit une idée révolutionnaire. Les notes ont désormais une valeur propre, indépendante du contexte. La musique devient un langage de signes presque, où chaque forme, la longue, la brève, la semi-brève, correspond à une durée déterminée. Alors un peu plus tard, Petrus de Crus, actif à Paris vers 1280, affine encore ce système et multiplie les divisions rythmiques. Ces motets pleins de vitalité et de mouvement sont les derniers grands feux de l'école parisienne avant la naissance de l'Ars Nova. Cette codification du temps va influencer toute la musique médiévale jusqu'à Guillaume de Machaut au siècle suivant. Mais à moins d'uno schueso amor qui remodi mon courage si que me doit faire chanson rara mer ne fait d'âme mais les sages de mon renom. Fait hommage pour lui servir tout mon âge de louer sans penser trahison. Chanterai canelitien ici doux héritages que joignent ceux proclamer hausage amours aimés tout mon vivant tenir en sa prison. Ne j'appose ne penserai vers les méprisons. C'est soudir à salir quand contre les défenses ne sont peu force de cornes blindées de lignage ne Alors vous vous doutez bien que derrière la technique, il y a forcément une vision du monde dans ce Moyen-Âge si imprégné de culture chrétienne. Les musiciens de Notre-Dame et leurs successeurs partagent avec les architectes gothiques une même philosophie, celle d'un univers mesuré, ordonné, proportionné.
Et leur musique, toute mathématique qu'elle soit, reste une prière. Chaque intervalle est un symbole, chaque rythme, métaphore du cosmos, comme le rappelle Boès, cité par les maîtres parisiens, la musique est l'image du mouvement des sphères. La polyphonie est donc une forme de contemplation. Les voix qui s'enchevêtrent, se répondent, se tendent vers l'unité, figurent le désir d'harmonie universelle, mais déjà dans ces motets du XIIIe siècle, on perçoit autre chose, une véritable sensibilité nouvelle, plus humaine, plus incarnée, et dès lors la musique n'est plus seulement théologique, elle devient émotionnelle, et vous allez bien vous en rendre compte avec ce court motet Dum sigillum summi patris, là aussi un motet du XIIIe siècle, écoutez cette petite merveille. Alors vers 1300, le style de Notre-Dame s'est diffusé dans toute l'Europe. On en trouve des traces dans le codex Las Huelgas en Espagne, dans les manuscrits anglais du Worcester et jusque dans les écoles italiennes où il inspirera bientôt Marchetto de Padoue et Jacopo da Bologna. Ce qui était né à l'ombre des voûtes parisiennes est devenu un langage absolument international. Rendez-vous compte de l'influence de cette musique-là. Et c'est dans ce langage que naîtra l'Ars Nova avec Philippe de Vitry, puis Guillaume de Machaut dont je vous parlais tout à l'heure et dont nous allons écouter un extrait dans quelques secondes. L'héritage de Léonin et Perrotin s'y prolonge, la mesure, la structure, l'écriture, mais aussi le goût du verbe et de la poésie. Écoutez donc cette fameuse transition avec l'Ars Nova. Guillaume de Machaut, ici, c'est toujours un petit poème, un motet en héritage. Ça me faisait mal au corps, à tout mon vivant.
j'imagine un peu recouvrir qu'amour, secours, mon avait nul prestige qui en cela se durera. Mon Dieu que n'en peut échapper. Non, je ne veux que les mains sans grâce, invalablement, toutes ces douleurs endurées, et sans mon loyal si consent. Comme en douce dans mes hauts conjoints, m'éveiller son ami clamé, je sais des vrais cœurs, des infinis joies, et comme on en fait l'amour. Impossible que retenir, mais elle entend trop longuement. J'ai laissé volontairement, je n'ose me si vous quand je ne vis voir en espérant d'embrasser prochainement que mes fumées m'étirent. Elle pense à dire en soupirant qu'en folie dynamique de son douce Voilà, mesdames et messieurs, notre voyage au sein de l'école de Notre-Dame et de ses suites. Notre voyage au Moyen-Âge prend fin maintenant, j'espère que cela vous a plu. C'est vrai que c'est une esthétique que nous n'avons pas vraiment l'habitude d'entendre aujourd'hui, mais grâce à ces manuscrits, grâce aux retranscriptions et aux enregistrements qui sont faits aujourd'hui, on peut avoir une idée de ce qu'on pouvait entendre il y a 1000 ans, et c'est assez extraordinaire de se dire que nous sommes les héritiers de cette musique-là. Alors avant de vous laisser, eh bien je voulais vous donner quelques petites clés effectivement pour que vous compreniez véritablement de quoi nous sommes les héritiers. En un siècle à peine, entre 1150 et 1250, la musique occidentale est passée, ça vous l'avez bien compris, du souffle libre du chant grégorien de cette anima à l'écriture mesurée, à la pensée polyphonique, au motet. Et c'est vraiment l'une des transformations les plus profondes de notre culture occidentale et de notre culture musicale. Dans la cathédrale de Paris, les bâtisseurs élevaient les pierres vers le ciel. Dans le chœur, les musiciens élevaient les sons vers la lumière. Et l'un et l'autre cherchaient à traduire le même mystère, celui d'un monde ordonné, où tout converge vers l'unité divine. Le Moyen-Âge nous a légué cette conviction que la beauté naît de la mesure et que la musique, à travers le nombre et la voix, est un chemin vers le sacré. Voilà, mesdames et messieurs, je vais conclure cette émission pour une fois en vous laissant en musique un très très beau motet. Là aussi, vous allez l'entendre d'un point de vue déjà acoustique. Nous allons rejoindre les voûtes de Notre-Dame avec un très très beau chant, Vetus habit litera. Vous allez entendre cette magnifique polyphonie qui va elle aussi s'exprimer sous les voûtes de Notre-Dame. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Point d'orgue. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.